servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonsoir, bonjour, suivant quand vous nous écoutez, et bienvenue dans ce nouveau podcast de servetien.ch. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les deux matchs qui se sont déroulés la semaine dernière, à savoir le match de coupe entre Vologne et Servette, et le match de championnat qui s'est joué dimanche entre Zurich et Servette. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, nous reviendrons donc sur ces matchs, les tops et les flops. Ensuite, nous allons nous poser la question, est-ce que Servette est-il connu indépendant ? Ça a le mérite d'être soulevé. Et enfin, nous allons faire un petit bilan de cette moitié de championnat. Est-ce qu'il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Et si on a le temps, eh ben, nous passerons un débat sur la nouvelle formule qui a été adoptée par les clubs suisses pour le championnat. Aujourd'hui, avec moi, j'accueille Lucas. Ciao Lucas. Salut, ça va ? Ça va bien ? Ça va bien. En forme ? En forme. Et à ma gauche, le néanmoins très célèbre Neil Hassan. Comment tu vas ? Bien, quand on vit, même malgré après ces deux déplacements que nous avons fait en train, que tu étais aussi présent. Super. Ouais, super en forme. Ouais. En forme ? Ouais, en forme. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors tout de suite, on va tout de suite rentrer dans le sujet, directement dans le formol. Est-ce qu'on parle des compositions, la composition contre Vologne ? Ouais. Alors, Geiger avait fait tourner un petit peu. Il avait mis Omer Agic au goal. La défense était composée de Monteros, Baron, Soiré et Bauer. Au milieu, il y avait Cespedes, Lele Diba, Foulke. Et en attaque, Rodelin, écoutez ça, et Fofana. Plus ou moins dans cet ordre-là. Je m'adresse à toi, Nilassan. Qu'est-ce que tu penses de la compo ? C'était une bonne idée de faire tourner ? Oui, c'était le moment de faire tourner parce que justement l'adversaire en face, on a eu de la chance au tirage au sort d'avoir Vologne, une équipe qui est en 4e division. Pour une équipe de Super League, c'était l'occasion de faire jouer justement les joueurs qu'on ne voyait pas beaucoup dans l'effectif pro de Servette et aussi d'M21. Du coup, c'était une belle opportunité de voir des jeunes alignés dès d'entrée. Par exemple, Montero qui affichait sa deuxième titularisation de suite. On a pu voir l'entrée de certains joueurs que je ne connaissais pas. Le numéro 45 de Servette, Toiti, qui a fait une entrée assez intéressante. Ouais, du coup, c'était une belle compo. Ouais. Et toi c'est d'accord aussi, la même chose. Je trouve que c'est l'occasion de faire tourner un match de coupe contre une équipe de basse division. Geiger a su le faire sans trop faire tourner non plus parce qu'il a quand même mis des joueurs cadres en attaque pour garder une certaine régularité. Et puis voilà, c'est ce qu'on attend d'un match de coupe. On a vu les jeunes, on a vu les moins jeunes et puis au final ça a marché. Même si ça a un peu galéré, cravaché au début. On va y revenir. Est-ce que ça a vraiment, vraiment marché ? Donc, en tout cas, la première mi-temps a été difficile pour Servette. Vologne va ouvrir le score. Ils vont même avoir un penalty. Et dans cette première mi-temps, Servette n'a pas été très, très dangereux. Franchement, comme tu l'as dit, on a eu beaucoup de chance. Parce qu'à la mi-temps, on a pu se retrouver à un 3-0 face à une première ligue. Franchement, c'était assez inquiétant. On pensait que les problèmes offensifs de Servette, c'était surtout contre des équipes de Super League. Il s'est avéré que même contre les équipes de 4e division, on rencontre des problèmes. Et heureusement qu'Omeragic a fait des arrêts qui nous ont permis de rester dans le match. Et aussi le destin qui fait que Plati touche le poteau. Franchement, on a eu énormément de chance. La première mi-temps, elle est vraiment pas bonne de Servette. Est-ce que tu as du même avis, Lucas ? Le même avis, ouais. C'est vraiment, au début, on a bien galéré. Vologne, ils jouaient mieux. Franchement, ils jouaient mieux. Ils ont mis le 1-0. Ils ont failli mettre le 2-0 à plusieurs reprises. Et puis, on a de la chance de sortir à la mi-temps que à 1-0 parce que c'était compliqué. C'était compliqué et j'avais l'impression que on a peut-être sous-estimé Vologne, trop, peut-être. C'est possible. Peut-être pas du coach, mais plus des joueurs qui se sont dit on joue Vologne, du coup, on va lever un peu le pied, mais il fallait pas, quoi. Ouais, et bon, du coup, Servette a compris la leçon et va revenir quand même bien plus dangereux et bien plus tranchant en deuxième mi-temps. Il y a eu pas mal d'actions, mais finalement, on est sauvé par un coup franc de
Fofana. Un geste, Bah, un exploit personnel. Bah ouais, c'est un exploit personnel, un magnifique coup franc. Mais c'est pas pour faire mon ravageois, mais je pense que si en face on aurait eu un gardien de Super League, je pense qu'il arrêtait ce coup franc. Parce qu'il n'était pas non plus placé en pleine lucarne. Là, le gardien, c'était pas un gardien professionnel. Ça, on le voit au ralenti, on voit sur la façon de comment il se projette pour plonger, et puis aussi sa taille, c'était pas non plus un très grand gardien. Du coup, je pense que ce coup franc là en Super League, il rentrait pas, et quand même on a dû attendre, il me semble que c'était à la 60. C'est la 76e minute. La 76e. Vous vous rendez compte de ça quand même? Ouais. On a dû marquer sur un exploit individuel, sur un coup franc à la 76e minute contre une 4e division, et ça, c'est vraiment inquiétant pour pour notre jeu offensif, quoi. D'arriver que même contre une équipe de 4e division, il faut attendre un coup franc pour marquer un but. Ouais, et en plus, le joueur le plus dangereux, c'était même pas les attaquants titulaires qu'on a de base, genre Kuteza, Fofana ou Pluquet. C'est ceux qui sont rentrés. C'était Toachi. Pour moi, c'était Toachi. Il est rentré, il a amené un vent d'air frais, et c'est franchement 80% de la victoire, c'est dû à lui, je pense, pas aux joueurs cadres qu'on a. C'était vraiment un joueur qu'on n'a jamais vu jouer et qui arrive et qui change le match, quoi. Assez bonne surprise. Mais il y a aussi un élément assez important, c'est, pour moi en tout cas, c'est qu'en première mi-temps, enfin à la mi-temps, il y a Vouillot qui rentre. Vouillot commence à avoir la taille patron de la défense à Servette. Et est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, ça a un peu... est-ce que tu ne penses pas, Lucas, que ça a un peu aussi aidé? Il a compensé le non-match qu'a fait Montero pour moi. Montero, même s'il a fait un incroyable match contre IB, enfin incroyable, il a fait un très bon match, c'était l'homme du match pour moi personnellement. Il est arrivé contre Vologne et on n'a pas vu le même Montero en fait. Un Montero qui était plus sûr de lui du tout, qui a d'ailleurs sur le premier but été absent complet sur le marquage du joueur, et sur le deuxième d'ailleurs c'est lui qui est un peu... il fait un peu une bévue, et puis enfin pas sur le 2-0 pardon, sur le penalty qu'on concède, et voilà, après Vouillot il a remplacé, il a mis le Vouillot qu'on connaît, tu vois. Et puis en défense on était beaucoup plus serein avec Vouillot aussi. C'est quelque chose de tenter deux nouveaux centraux qui n'ont pas vraiment joué ensemble en équipe première, et de les mettre directement dans un match comme ça, c'est un peu compliqué. S'il y avait un match où il fallait le tenter, c'était celui-là, hein. Ouais, contre une équipe de c'est clair. Première Ligue, c'était pas contre IB ou... Ouais, mais après tu peux tenter un et pas les deux, tu vois, d'un coup. Enfin, il manquait un patron. Là, c'était qui le patron? C'était Soirée au Montero? Ouais, c'était Vouillot finalement. C'était Vouillot et qui est rentré à la mi-temps, exact. Ouais. Et donc du coup, fin du match, 1-1 contre Vologne, et on se dirige vers les prolongations. Et Cespedes va très vite déverrouiller la situation, si je peux me permettre. Je crois que à la 93 ou 94e minute, il met ce but, ce 2-1, qui franchement a libéré l'équipe. Ouais. Qui veut... je peux en parler, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit aussi la différence entre des professionnels et des amateurs, où physiquement, Servette tenait le coup encore, et qu'on voyait les joueurs de Vologne complètement lessivés, parce qu'ils ont quand même tenu, et un grand mérite aux joueurs de Vologne, qui ont quand même tenu le score jusqu'à 70e minute contre la deuxième équipe de Super League. Vraiment chapeau à eux, et vraiment comme tu l'as dit Lucas avant, sans l'entrée de Toati, je ne sais pas si on reporte ce match, parce qu'il est à l'origine de ce but-là, il est à l'origine du penalty servettien plus tard. Ça a été vraiment le joueur qui a plus mis en difficulté les défenses de Vologne, et qui a apporté vraiment ce qui nous manquait pendant le début du match, une animation offensive. Parce qu'encore une fois, on a vu contre Vologne, mais c'était stérile, quoi. Avant que Toati rentre, c'était stérile. Et puis, on en parlera plus tard, mais on a vu aussi que c'était aussi stérile contre Zurich. Du coup, c'est assez problématique. C'est niveau offensif, assez problématique. Et même au niveau de la défense, vous vous rappelez qu'on s'est encaissé 2 buts contre... Même si on gagne 5-2, on s'est quand même fait encaisser 2 buts. Certes, on est qualifié pour les quarts de finale, mais ce match-là, on joue contre une équipe de Super League, on le passe pas. Ouais. On est éliminé en 8e de finale. Ouais. Je pense aussi, tu partages cet avis, Lucas? Carrément, ouais. En plus, vraiment, Vologne, ils étaient cramés physiquement. Au bout de 90 minutes, ils ont joué le match de leur vie. Prolongation, ils étaient cramés, on a pu marquer, mais je pense que s'ils avaient tenu 120 minutes dans le même mood qu'ils étaient pendant 90 minutes, Servette n'aurait
peut-être pas gagné ou aurait galéré jusqu'à la 120e. Et puis on aurait peut-être fini dans les pénaux. Et puis après, les pénaux, on connaît. Hein. Enfin, on ne sait pas si on gagne, si on passe, si on passe pas. C'est vrai, ouais. C'est une loterie. C'est un peu une loterie. C'est une stérilité offensive. Même si on marque 5 buts, c'est 5 buts dont 4 en prolongation. 4 contre une équipe du coup qui était morte physiquement. Et 2 sur balle arrêtée. 2 sur balle arrêtée, effectivement. Et du coup, ça remet en question un peu cette efficacité. On est la deuxième pire attaque de Super League et on est deuxième du classement. Ouais, c'est ça. C'est très Effectivement, étrange. Ouais. on va y revenir parce que finalement, les problèmes qu'on a vus contre Velen n'ont pas disparu 3 jours après contre Zurich. Avant de passer à l'autre match, est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez retenir finalement de ça? Est-ce que petit dernier mot On retient la qualif. On retient la qualif. retient qu'on est en quart de finale, qu'on tombe contre encore une équipe de Kreuz. première ligue, Kreuz. Et on retient qu'on peut faire quelque chose en coupe, mais il faudra se réveiller quand même au second tour. Quoi. pour toi, Hassan, il y a quelque Moi, chose que tu c'était retiens la chose qui m'a le plus marqué, c'était justement cette sortie le match de Montero, en fait, où justement le match d'avant, il fait un match incroyable. On parlait de patron en défense, et puis là, total inverse. C'est fou, au bout de 3 jours. Moi, je sais pas si Gaguerre a changé Montero parce que justement il s'est pris un jaune ou si justement il était vraiment en difficulté. Mais en tout cas, si c'était vraiment parce qu'il était en difficulté, je trouve ça que c'est un peu sévère quand même de le sortir direct comme ça parce que je trouvais que c'était assez sévère si c'était pour ça. Après oui, c'est vrai que si c'est pour le carton jaune, je peux comprendre que voilà, Montero il refait une faute à ce niveau-là, on se faisait dominer, on se retrouvait à rouge contre Volen avec une stérilité offensive. Je pense que le match a été perdu. Du coup, si c'est pour le carton jaune, je trouve que c'était une belle option de Gaguerre. Ouais. Il me semble que contre Volen, Konya il joue pas. Ouais. Oh non, il sort juste avant. Ils annoncent dans la compo, mais il est blessé, qu'il s'est échauffé. Mais il rentre pas. Non, il s'est blessé à l'échauffement, je pense. Est-ce que c'est pas ça, on va aussi revenir avant. Ouais. Est-ce que c'est pas ça finalement qui explique les difficultés des 2 défenseurs centraux et finalement toute la défense contre Volen? Il avait quand même à un moment il y avait la Douline qui rentrait, il avait quand même une sentinelle. Du coup, je pense pas que c'était plus défensif, mais je pense que c'était surtout il avait pas le métronome de l'équipe, celui qui récupère les ballons, celui qui distribue les ballons, celui qui maintient le calme dans le Servetien, c'est celui qui est le plus actif. Et là après on va en parler, mais Konya dépendance. Et ce qui est inquiétant, c'est avoir une Konya dépendance en Super League, ça, on peut avoir un débat dessus, mais avoir une Konya dépendance contre une équipe de Première Ligue, c'est problématique quand même. Et là, pour le prochain tour en Coupe de Suisse, si Konya, par malheur, n'est pas présent, franchement, on part pas avec une grande confiance. Et ça, vraiment, il faut se questionner parce que c'est un joueur comme ça, de autant dépendre d'un joueur comme ça contre une équipe qui a 3 échelons inférieurs, c'est très inquiétant. C'est assez inquiétant, effectivement. On va passer du coup au deuxième match qui avait eu lieu cette semaine, le match contre Zurich, où là, de nouveau, ça s'est pas très très bien passé. Je vous donne la compo vite fait. Donc Frick au but, Vouillot-Rouillet en défense centrale, Bauer et Clichy sur les côtés, Doulin, Cespedes, Fulke au milieu et Koutessa, Stevanovic et Rodelin en numéro 9. Donc Servette rentre dans cette première mi-temps. Cette première mi-temps, finalement, Servette a plus ou moins la possession de balle, mais n'est jamais vraiment dangereux. Et Zurich est tout de suite plus tranchant. Dès la 2e minute, ils font une frappe sur le poteau qui est déviée par Rouillet. Ensuite, il va y avoir plusieurs frappes, il me semble, de Okita et de Tozin. Lucas, pour toi, est-ce que finalement on en revient toujours à la même histoire? Et là pour le coup on n'arrivait pas à défendre, mais on attaque quand on attaque. Là on avait la balle et on n'a pas du tout été dangereux. Là on a été ultra dominé par Zurich. Zurich qui est 10e de Super League, qui avait avant le match une victoire à son compteur. Là on a été invisible, à part une action ou 2 qu'on a eu. Invisible. Zurich, ils ont surdominé. Et 4-1, c'est le score qu'on mérite. 4-1, franchement, on a fait un non-match. J'avais l'impression qu'on n'arrivait pas à aligner plus de 3 passes. C'est ça. Mais voilà, c'est scandaleux quand même. Parce que là, il n'y avait pas l'excuse de on met l'équipe B, du coup, vas-y, on a fait tourner, du coup, c'est pas
c'est normal, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude. Là, on a mis le 11, à part Konya, le 11 qui est censé jouer en Super League tout le temps. Donc c'est pas une excuse. On aurait dû beaucoup mieux jouer. Et non, pour moi, c'était un non-match. Ouais, est-ce qu'on ne revient pas au problème de l'animation offensive et du numéro 9 finalement? Est-ce qu'on peut continuer à jouer avec Grodelin en 9 ou il ne faudrait pas le décaler et le mettre derrière en soutien d'un autre attaquant, même si on n'a plus d'attaquant de métier là, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre Fofana devant lui? Pour moi, oui. Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est Fofana qui doit prendre la place de numéro 9 parce que Rodelin, comme je l'ai dit dans les précédentes analyses, il lui manque beaucoup de choses pour prétendre à ce poste. Il n'a pas de profondeur, pas de vitesse, et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour un attaquant. Certes, c'est quelqu'un de très technique qui peut faire des relances qui sont très bien. Je pense que c'est même celui qui a le meilleur au niveau de la relance, pour faire des transversales sur le 11 serviteur, je pense que c'est le meilleur. Mais pour un poste de numéro 9, non. Après, là, c'était pas à cause de ça qu'on a perdu le match. C'est que, moi, avant le match contre Zurich, j'avais un pressentiment qui était négatif parce que j'avais suivi le match entre Zurich et Arsenal, et quand j'ai vu Zurich défendre, ils ont très bien défendu contre Arsenal, qui est, faut le rappeler, la première au classement en Première Ligue. Je m'étais dit, contre une équipe comme ça qui défend bien, on n'aura aucune chance. Parce que justement, les matchs précédents, on l'a vu, contre les équipes qui défendent bloc bas, on arrive à rien construire, à pas se projeter en avant. Du coup, contre le FC Zurich, qui a sorti une victoire contre Sion en championnat, certes, qui a perdu contre Lugano. Je voyais que c'était difficile. Et en plus, pour pas arranger les choses, Konya qui était pas là. Du coup, il avait un peu tous les éléments pour pas que Servette gagne, mais la grande question, c'est comment on est arrivé à cette deuxième place. Franchement, c'est incroyable. Non, mais franchement, je pense qu'on se rend pas compte. Là, ça fait depuis 3-4 matchs qu'on a vraiment une stérilité au niveau offensif. On n'arrive pas à se créer c'est même pas au niveau de la finition, c'est juste au niveau de se créer des occasions, d'aller de l'avant, de ramener du rythme en attaque. Et ça, on l'a pas. Et le match contre Zurich, non seulement on n'avait pas de rythme en attaque, mais on n'avait pas de défense non plus. On était dans tous les. C'est pas un joueur en particulier qui a été mauvais, c'est vraiment que c'était le. Mis à part Frick, c'est que vraiment toute l'équipe est responsable de cette défaite. Ouais, est-ce que finalement, le fait que Konya ne soit pas là, on s'est fait bouffer au milieu de terrain, littéralement. On a perdu la bataille du milieu de terrain. Zurich, ils mettaient pas tant de pression que ça, et finalement, ils gagnaient toujours plus ou moins tous les duels. Ils arrivaient toujours à prendre le dessus sur nos milieux et du coup à mettre en danger nos défenseurs. Quand bien même l'animation de Zurich n'était pas incroyable, mais ils ont quand même réussi à être dangereux, à avoir beaucoup d'occasions. On a concédé beaucoup d'occasions. On a beaucoup de chances d'être deuxième. Hein. On a beaucoup de chances d'être deuxième, comme il dit Nelson. Moi non plus, je comprends pas comment ça se fait qu'on est deuxième. On a gagné un seul match depuis la fin septembre. Un seul match, c'était grâce au Peur. On a fait des matchs nuls. À part la coupe. À part la coupe, en championnat, on a gagné que contre Grasshopper. Après, on a fait des matchs nuls et des défaites. Et on est quand même deuxième. Ça, après, vous anticipez les débats là. Voilà. Et les équipes derrière, ça suivait pas, mais maintenant ça commence gentiment à rattraper. On a Saint-Gall qui a un point, Bâle qui a pas très long non plus, et donc il faudra faire gaffe au second tour, quoi. Ouais, ok, très bien. Du coup, on va passer au top et au flop. Ça joue pour vous? Ouais. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Effectivement, c'est pas faux. Alors, est-ce qu'on fait un top et un flop général sur les deux matchs, ou est-ce que vous voulez aller précis sur un des deux matchs? Nilassan, je te laisse choisir. Si sur l'ensemble des deux matchs, si je dois donner par exemple un top, par exemple. Vas-y. Sur l'ensemble des deux matchs, c'est assez compliqué de sortir sur les deux matchs, mais en tout cas, sur la personne qui m'a marqué le premier match, c'était Toiti. Toiti qui était, sans lui, je pense pas qu'on rapporte la victoire à Servette. Et puis, contre Zurich, j'ai vu qu'il était impliqué, qu'il avait cette envie d'aller de l'avant, mais c'était quand même compliqué pour lui contre Zurich. Mais pour moi, pour ce qu'il a apporté pour le match contre Volen, et grâce à lui, on va en quart de finale de Coupe de Suisse. Je mets Toiti pour
en top. Ouais. Ouais, il a été très remuant. Il a apporté un peu finalement ce qui manquait à Servette, c'est-à-dire du mouvement et du jeu. Toi, Lucas, est-ce que tu as un top pour les deux matchs ou juste Volen? Alors, comme c'est 2 matchs en championnat, en coupe, j'ai 2 tops, mais c'est les mêmes postes, c'est le gardien de but pour moi. Ouais. Omer Hadjic, il nous sauve un peu la première mi-temps contre Volen. Sans lui, on coule dès la première mi-temps. Et Frick, pour toute sa saison avec Servette et avec ce match contre Zurich, il prouve encore que sans lui, bon, là on a pris 4-1, mais sans lui, on aurait pris 6-7, tu vois. Et pour moi, ce poste-là est très bien fourni au Servette, on ne le dit pas assez, mais Frick et Omer Hadjic, c'est deux très bons gardiens. S'il nous manque un attaquant, peut-être, mais il ne nous manque pas en tout cas de gardiens. Ok. Vous voulez connaître après, c'est juste pour un petit mot par rapport aux gardiens. Quand les gardiens sont, on les voit et qui sont dans les tops, c'est parce que l'équipe n'a pas été bonne. C'est que on n'a pas été bonne au niveau de la défense et c'est vrai que heureusement qu'on a Frick et Omeravic et Omeravic, heureusement qu'il a fait un bon match contre Volen, sinon on sort pas non plus en quart. Et aussi Omeravic, il faut le rappeler que la saison précédente, il a eu beaucoup de problèmes, avec notamment sur les réseaux sociaux. Il a reçu des menaces, des insultes. Mentalement, c'était très difficile pour lui. Il était rentré premier match, il se prend un 6-0 contre IB, alors qu'on jouait à 10 contre 11. Contre Sion, malheureusement, il avait 2 boulettes. Et j'espère que ce match lui apportera de la confiance pour le reste. Je pense qu'il a peut-être regagné la confiance de Gaguerre. Et puis je pense que ce match contre Rotkreuz en quart de Coupe de Suisse, j'espère qu'il aura sa place et qu'il sera titulaire pour encore une fois nous prouver que c'est un bon élément servettien et qui est formé chez nous. Mais voilà, quand on voit que nos gardiens sont les tops, c'est que l'ensemble de l'équipe n'a pas été présente. Mais c'est bien de le souligner. C'est ça. Les bonnes prestations. On a de la chance d'avoir ces deux gardiens. Bon, du coup, vous avez pris tous mes tops. Désolé. Je suis désolé. Pardon. C'est pas. Moi j'ai mis du coup les flops alors. Attends. T'as bien trouvé un petit top là-dedans. Ouais, j'ai trouvé les frites du Letzigrund. Ça c'était vraiment top. Lucas, t'es pas venu? Attendez, si vous allez au Zurich, il faut que vous goûtiez le Letziburger. Franchement, vous verrez, le Letziburger c'est incroyable. Voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà. Le Letziburger, on en parle beaucoup, mais on parle pas assez de ces frites qui sont quand même un peu pour moi sous-côté. Mais enfin, c'est un autre débat. Alors du coup, on passe au flop. Qui veut commencer? Lucas? Tu me prends de court, mais je te prends de court. Mais je vais y réfléchir. Attends, non, je peux en sortir un déjà. Ouais, je vais dire Bauer pour son match contre Zurich. Bon, il est dans le même bateau que tout le monde. Hein. Tout le monde a fait un non-match contre Zurich. Mais lui particulièrement contre Zurich, je l'ai trouvé un peu à la ramasse. Il remplace Diallo, mais il remplace mal Diallo. Du coup, c'est un peu un problème parce qu'il est un peu léger sur les duels, un peu nonchalant à certains moments. Et puis, tu as l'impression que il est venu jouer à Servette pour faire un petit football loisir, mais pas pour avoir de la compétition ou de l'enjeu particulièrement. Ouais. Moi, je trouve, en tout cas sur le match contre Zurich, sa manière de défendre, il est souvent très très loin de son adversaire. Ouais. Et ça laisse souvent le temps à son adversaire de pouvoir centrer, d'analyser le jeu et d'avoir le temps finalement de mettre la passe où il faut. Malheureusement, sur le deuxième but, il envoie une mauvaise relance, mais le joueur zurichois, il envoie la frappe de sa vie. C'était son premier but, je crois, d'ailleurs, avec Zurich. Ah ouais? Ouais, il me semble. Quel but en tout cas. Il s'en souviendra. Hein. Pour un défenseur. Défenseur central. Hein. Ouais. Et pour toi, Nilassan, est-ce que tu as un flop? Un flop. Enfin, moi, j'ai envie de dire, comme Lucas, c'est un peu comme l'ensemble de l'équipe. À part peut-être. Oui. Bon, après, c'est difficile de mettre dans les flops parce qu'il n'est pas utilisé dans son poste. Mais Rodelin, par exemple, il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir parce que il n'est pas numéro 9 et pour moi, peut-être le responsable dans ce cas-là, c'était Gaguerre. Pourquoi faire tout le temps être obstiné à mettre Rodelin au numéro 9? Ça, il faudra m'expliquer. Enfin, on voit depuis le début de la saison, oui, une fois, il nous a marqué un but incroyable qui vient de nulle part depuis le milieu de terrain. Il était lié ce match. En plus, il était lié à ce match. Alors, il faut franchement, il joue à sa place. Alors, il faut que quelqu'un sur les réseaux ou je ne sais où me dise
à Caen, quand il était numéro 9, il nous a fait un très bon match. Quand il était numéro 9. Et ça, franchement, ça remonte à très longtemps, voire je ne sais pas si ça c'est déjà arrivé. Mais pour moi, ouais, c'est pas son poste. Ok, bah du coup, j'en veux pas vraiment à lui, mais c'est plus à Geiger. Parce que pour moi, on a d'autres opportunités. Certes, nous avons des Krivile Bedia qui sont blessés. Mais on a vu que l'alternative avec Fofana contre Getse a été très intéressante. Bah, c'est même la preuve que la dernière fois qu'on a gagné, bah, c'était quand Fofana était en numéro 9. Nous avons un Diaz, un jeune qui est aussi, qui a 18 ans, et puis que les deux joueurs à son poste sont blessés et qui n'est pas titulaire. Du coup, ça, pour moi, c'est en flop. Ouais, je dirais Gaga pour justement cette obstination à mettre toujours Rodelin en numéro 9 alors qu'on a d'autres possibilités. Ouais. Il joue même pas à son poste. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, dans le sens où il est même pas placé non, sur il le est terrain pas dans son poste, en tant que buteur. Ouais. À chaque fois, tu vois, il est à gauche, il est à droite. Il est excentré, et puis ça laisse un trou au poste de buteur. Après, la chose, on ne sait pas si c'est Geiger c'est une consigne de Geiger ou si c'est Rodelin, mais justement, on n'arrive pas. Enfin, je comprends pas. Ah ouais, carrément. Est-ce que vous pensez pas que Geiger, il a sa manière de fonctionner, c'est-à-dire quand les mecs sont bons à l'entraînement, il y a une hiérarchie et il ne change jamais sa hiérarchie, puisque souvent, quand il fait des changements, on arrive à deviner qui va rentrer aussi. Est-ce que c'est pas ça sa limite J'ai l'impression qu'il a une hiérarchie, mais il n'a pas vraiment une hiérarchie, dans le sens où il y a des joueurs qui hiérarchiquement devraient jouer et ils ne jouent pas. Par exemple, Diaz, en soi, c'est le troisième attaquant. Et pourtant, il y a Fofana et Rodelin qui lui passent avant. Donc en soi, il a une hiérarchie dans des joueurs particuliers comme Rodelin qui doit tout le temps jouer pour lui. Mais il y a des joueurs qui, malgré la hiérarchie, même si c'est leur tour de jouer, il ne va pas jouer. Ça, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que Diaz. Il y en a d'autres qui devraient jouer, comme Valls, par exemple. À des moments, il doit jouer. Ouais. Et absent aussi. Bon, là, il était blessé. Oui, mais c'est vrai qu'on l'a très peu utilisé cette saison. Alors que c'est un joueur de qualité aussi. Ouais. Mais ouais, il y a des failles chez Geiger. Et puis, pour moi, c'est un très bon coach dans le sens où c'est un coach qui motive bien les joueurs, qui crée un collectif, en fait. Mais il a des lacunes assez fortes en tactique et du coup pour moi c'est pas un tacticien. C'est ça, c'est un manager. Ouais, exact. C'est un manager, mais c'est pas un tacticien. C'est un meneur d'homme. Un meneur d'homme qui a mené Servette à une promotion, à avoir des bons résultats en Super League. Mais là ces derniers temps, on voit que ces stérilités offensives, ces changements qui questionnent, la titularisation de Rodelin, enfin, le fait de ne pas utiliser Valls, enfin, des fois, c'est vrai que Geiger, je partage entièrement ton avis, il est très limité au niveau de la tactique, mais bon, si on regarde comment on peut le licencier ou le vouloir maintenant alors qu'on est deuxième de Super League et être en quart de finale de Coupe de Suisse, c'est quand même incroyable, c'est quand même quelque chose d'incroyable. On va y venir là-dessus. Donc, on va faire un peu très vite fait le bilan de ce début de saison. On n'est pas tout à fait à la moitié du championnat. Il me semble qu'il manque encore 2 journées avant de. On a joué d'en recevoir Sion et puis passer à Winterthur. Et donc, c'est ça la question. Est-ce qu'il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Dans le sens, est-ce qu'on se contente d'être deuxième? On a gagné pas mal de matchs. Les autres qui sont derrière ont du mal à revenir sur nous. Ou est-ce qu'on voit le verre à moitié vide? Et dans ce cas-là, on se dit que notre jeu, finalement, il n'est pas si terrible que ça. On est la 8e attaque du championnat. On est passé 3e défense. Lucas, quel bilan tu tires, toi, de ce Servette, de cette première partie de saison? Moi, j'aimerais voir le verre à moitié plein. Parce que quand même, on a une 2e place. Certes, sans le jeu peut-être qui doit suivre avec, mais ça laisse une 2e partie de saison intéressante parce qu'en soi on a le mercato, donc ces problèmes-là on peut les régler et on part dans un 2e tour avec une place de 2e, donc en soi on a des choses à jouer et on est bien placé pour avoir ces choses à jouer, et du coup pour moi je le vois totalement à moitié plein. Dans le sens où, même avec une première partie de saison où on a pas mal galéré, où on avait pas mal une attaque, où on galérait en attaque et on avait une instabilité offensive, je trouve qu'en 2e partie de saison, avec les retours de peut-être des attaquants et avec un mercato qui peut être bien aussi, on peut viser quelque chose. Et pour moi, si on a fait 2e au premier tour avec ça,
Au deuxième tour, sans ces problèmes, on peut largement faire mieux. Ok. Est-ce que tu partages l'avis de Lucas Ouais, je partage son avis. C'est vrai que là, par contre, c'est ce qu'on a fait en début de saison, jusqu'à à peu près ce match contre Grasse au Père, où on a enchaîné les bonnes prestations. Pour moi, si on garde cette solidité défensive avec le retour des attaquants Crivelli, Bedia, on peut faire quelque chose cette saison. Vraiment, moi, je sens qu'on peut vraiment... Parce que défensivement, c'est solide. Et ce qui nous manquait justement, c'était les attaquants. Et on arrivait quand même à marquer des buts sans les attaquants. Du coup, pour moi, c'est... pour l'avenir, si ces deux joueurs reviennent à leur forme, oui, on va faire quelque chose je pense qu'on peut tenir quelque chose pour la suite de la saison. Après, c'est vrai que si je dois faire quand même garder quelque chose de négatif, peut-être, toi tu disais qu'on avait peut-être remis la distance avec nos adversaires, mais Bâle qui revient gentiment, qui est pas très loin, Saint-Gall qui est à 1 point de nous, ça commence à se resserrer. Et puis on voit que finalement, si on regarde derrière, on n'a pas non plus un écart considérable avec le 5e et le 6e. Du coup, il faut quand même rester dans nos gardes. Par contre, ce qui m'inquiète, justement, si on ne change pas quelque chose à ce niveau-là, c'est vraiment le fait que déjà défensivement, ces derniers matchs, on n'a pas été terrible, et qu'offensivement, c'est le néant depuis le match contre Getse. Du coup, attaquant ou pas attaquant, même si on a Crivelli, Bedia et qu'on n'arrive pas à se construire des attaques, ça sert à rien. Leur présence ne servira à rien. Du coup, pour moi, c'est cette pause qui sera de 2 mois, il faudra la mettre à contribution pour justement que Gaguerre approfondisse la tactique, l'animation offensive, fasse milieu de terrain, de voir d'autres possibilités, de comprendre ce qui va pas, parce que moi je n'arrive pas à comprendre ce qui va pas. Enfin, ces derniers temps, offensivement, c'est vraiment déjà en début de saison. En fait, peut-être ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'en début de saison, on marquait des buts, peut-être 1-0, on gagnait des matchs très serrés, mais on ne se faisait pas encaisser le but. Du coup, on gagnait les matchs. Mais là, une fois que l'adversaire marque des buts, on se retrouve à perdre ou des matchs nuls. Du coup, trouver ce juste équilibre entre défense et attaque, justement, la saison passée, c'était le contraire, on était très offensif. Et là, cette année, on est très défensif. Justement, c'est trouver ce juste milieu pour nous permettre d'avoir plus de résultats. Si on vous écoute, vous êtes plutôt optimiste. Et donc, ça arrête... pour la suite à la fin du championnat, finit 2e. Ah, on espère. On espère qu'ils finissent 2e. Mais bon, c'est un peu trop optimiste. Avec Bâle qui revient bien. Saint-Gall qui joue bien aussi. T'as Zurich, en soi, ils ont fait un très mauvais début de saison. Et là, ils reviennent. Ils reprennent des points. Donc, il faudra faire gaffe parce qu'ils sont 10e et ils reprennent des points. Ils vont remonter dans le classement. Ils vont peut-être nous bouffer des points à nous aussi. Et il faudra faire gaffe. Parce la chance qu'on a... non, c'est pas de souci. Entre le 8e et nous, je crois qu'il y a 4 ou 5 points d'écart. Si ils sont à 20 points, ils sont 8e. Ouais. Nous, on est à 25 points et on est 2e. Ouais. Donc, on perd 2 matchs. On finit dans le ventre mou. C'est ça. C'est que finalement, on a eu la chance que tous nos adversaires se tirent la bourre l'un contre l'autre et nous, on était un peu à l'extérieur on voyait la bagarre, mais on n'était pas dedans. On a profité du mauvais état de forme de Bâle et de Zurich et de Saint-Gall qui alternait le bon et le moins bon. C'est ça. Et des points pris par Sion parce qu'ils ont pris des points contre des grosses équipes aussi et puis on profite un peu de tout ça. On sort du lot, mais il faudra faire gaffe au second tour parce que ces équipes-là, elles sont revenues. Et nous, au contraire, on est en train de recouler. Donc, il faudra bien reprendre la deuxième partie. Surtout, on joue Winter Tour et ensuite Sion. Donc, il faudra faire le plein de points contre 2. Mais c'est vrai que par rapport à la suite de la saison, 2e, moi maintenant, voir cette stérilité offensive et voir ce néant au milieu de terrain, le fait de ne pas construire, je pense pas qu'on va atteindre cette 2e place, surtout quand je vois que Bâle... là, j'ai vu qu'Alexander Fry va faire 2 semaines de cours tactiques à ses joueurs pendant la trêve au Qatar. Le FCZ, justement, avec Franco Foda au début de saison, c'était assez catastrophique. Lui qui avait aucune vision du jeu, qui a tout chamboulé dans le jeu de Zurich. Là, on voit un entraîneur qui fait des bons résultats, qui est solide. Je pense que Zurich ne va pas rester 10e jusqu'à la fin de la saison.
Du coup, pour moi, le gros problème et le plus gros regret, c'est tous ces points qu'on a perdus récemment. Ce match contre IB, qu'on avait ce carton rouge, par exemple ce match nul à Saint-Gall, ce match nul à Bâle où on avait beaucoup d'occasions, on n'a pas su les mettre au fond. Contre Saint-Gall, on fait une erreur et puis on le paye cash. C'est vrai que sans tous ces petites erreurs, on serait dans le train de devant, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est très... titre. Ça serait très regrettable, mais voilà, la réalité fait que non, on a des limites, c'est qu'on n'a pas vraiment les qualités pour atteindre ça. Mais vraiment, il faudra qu'on change quelque chose. On peut pas rester tel quel. Il faudra changer quelque chose et compter sur le retour de Bédia et Crivelli en forme pour espérer quelque chose de mieux. Alors, et après, est-ce que Geiger, il vise le... Enfin, pas le titre, mais est-ce qu'il vise un bon classement? Parce que j'ai l'impression, sa communication depuis le début de la saison, c'est cette saison, non. Déjà, il a dit, cette saison, on ne sera pas champion. Déjà, t'es coach, tu dis pas ça, tu vois. Enfin, t'es un minimum optimiste par rapport à ton club. Et après, j'ai l'impression, il dit oui, non, il a une communication un peu... j'ai l'impression que pour lui, Servette, s'ils sont 7e, il est très content. Mais ça a toujours été comme ça avec Geiger. Ouais. Il a jamais pris de risque, il a jamais dit quand on fait la saison de la remontée, il attend 10 ou 15 journées pour affirmer qu'il joue la remontée. Donc, ouais. Là, c'est pas nouveau. Est-ce que c'est pour protéger ses joueurs aussi? Là, il n'y a aucune communication par rapport au fait qu'on est deuxième. Ouais. Je crois qu'il l'a jamais dit et puis il le mentionne pas. Ouais. Et ça, c'est un poil dommage parce que en soi, oui, tu protèges des joueurs en disant que tu joues pas à la deuxième place ou quoi, mais aussi tu fais passer un message dans le sens où à tes joueurs que si t'es deuxième ou si t'es sixième, pour lui c'est égal, tu vois. Ouais. Et ça donne pas forcément l'envie aux joueurs de faire mieux, quoi. Enfin, moi je veux juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Moi je suis pas si sûr que... Enfin, j'ai lu une interview de Geiger sur Watson, une interview qui est parue hier, où justement il parlait que si Servette doit se développer, doit un jour gagner le titre, et qui est l'objectif et le rêve de Servette, c'est justement passer par cette deuxième place, cette troisième place pour faire des barrages européens, pour jouer l'Europe, pour justement se faire des fonds, rentrer d'argent, pour développer plus de spectateurs, attirer plus de joueurs. Et dans cette interview, je voyais Geiger qui était vraiment qui se montrait assez optimiste et motivé à atteindre cet objectif qui est la coupe. Et enfin, ça va nous rappeler des mauvais souvenirs, mais il parlait de Champions League, quoi. Enfin, il y a beaucoup de charlatans à l'époque qui nous parlaient de Champions League dans le Servette. Malheureusement, ça a toujours mal fini. J'espère que cette fois-ci, ça finira pas par une faillite ou un dépôt de bilan, mais que ça va se concrétiser. Évidemment pas la Ligue des Champions tout de suite, mais voilà, cette Conférence League qui est assez intéressante pour Servette. Si la saison on joue la Conférence League, c'est parfait. Hein. Ouais, je serais content aussi. Tout le monde est content. C'est ce qu'il nous faut. C'est le minimum à viser, j'ai l'impression. Mais au deuxième, on va jouer les barrages de la Ligue des Champions. Ouais. Il faut rester les pieds sur terre. On va pas parler comme Magid Pichard de Ligue des Champions. Non, mais justement. Mais si on joue les barrages de la Ligue des Champions... au moins on peut viser la Conference League, ça veut dire si on gagne pas tous les matchs de barrage, même l'UEFA, l'Europa League. Même l'UEFA, mais après il faut gagner un certain nombre de matchs et contre des équipes un poil plus élevées. Et Servette peut jouer la Conference League. J'ai vu les équipes de Conference League en soi, il y en a pas des très bonnes, il y en a pas. C'est un niveau assez bas quand même. Parce que la moitié des équipes, je ne les connais pas. Mais quand même, attention, il faut rappeler que IB, qui n'était pas champion la saison passée, mais qui n'a pas réussi à se qualifier en Conference League, qui a perdu en barrage. Mais ça, c'est un échec pour eux. C'est un très gros échec. Mais comme tu l'as dit, si en deuxième, on fait le barrage de Champions, je pense qu'on ne va pas passer. Du coup, on se retrouve en barrage d'Europa League. Je pense aussi que le niveau est un peu haut à ce niveau-là. Du coup, on se retrouverait en barrage de Conference League. Du coup, c'est ce qu'a fait Zurich. Ils étaient en barrage de Champions League et ils ont fini en Europa League. En Europa League, exactement. Ouais. Nous, sauf qu'on finirait peut-être plus en conférence. Mais bon, c'est la musique d'avenir. Ça, c'est ça. Ça n'en sait rien. Ne parlons pas trop vite. Exactement. Avant de vous enflammer et de parler d'Europe, il nous reste un petit peu de temps, donc on va aller un peu plus vite sur la saison prochaine. On se projette... et sur la nouvelle formule adoptée par les clubs suisses et la Ligue de football professionnel. Donc, dès la saison prochaine, nous aurons un championnat que l'on dit de type écossais. C'est-à-dire qu'on va jouer 3 tours de 11 matchs contre...
Enfin, 3 tours de 11 matchs contre toutes les équipes. Et après, à la fin de ces 33 journées, on va diviser le classement en 2. Et les 6 premiers joueront l'un contre l'autre un match. Et les 6 derniers, pareil. Lucas, je t'écoute. Quel est ton avis sur cette formule ? Est-ce que pour toi, c'est la bonne formule ? Est-ce que c'est équitable, éthique ? J'ai du mal avec cette formule parce que dans le fait où il y a 2 trucs qui vont pas. Pour moi, dans le premier tour où tu joues 3 tours, ça veut dire qu'une équipe reçoit 2 fois et joue chez l'autre une fois. Et je trouve pas ça égal du tout. Et dans la deuxième partie où on joue qu'un seul match, ça veut dire qui reçoit, qui joue, enfin dans le sens où on va pas jouer sur des terrains neutres. Et pour moi, c'est un modèle de 12 équipes qui marche peut-être en Écosse. Mais j'ai l'impression, moi j'ai du mal avec ce système-là. Je préférais même les playoffs. Mais voilà, si c'est le système qu'ils ont décidé, faudra faire avec. Après, faudra pas se plaindre des inégalités que ça engendre. Et toi, Nilassan, t'en penses quoi de ce nouveau système, cette formule ? T'étais plutôt pour la dernière fois qu'on a eu. Ouais, j'étais pour parce que l'autre optique, c'était vraiment. Je trouve que c'était ce truc de play-off là, c'était vraiment le pire. Trop américain, trop NBA. C'était pas du tout du football, ça avait aucun sens. Là. On trouve peut-être quelque chose de mieux, mais c'est vrai que ça pose. Il n'a pas que du positif, parce qu'il y a quand même le fait qu'au niveau de celui qui reçoit ou ceux qui partent à l'extérieur, c'est pas du tout égal. Et ça, c'est vrai que ça pose question. Mais bon, je sais pas du tout comment ça se passe. J'ai pas suivi le championnat écossais, j'ai pas le retour des équipes écossaises, voir si ça se passe bien, si c'est. Par exemple, il y a des équipes comme le Celtic, le Rangers qui font des belles performances en Europe. Du coup, ça n'a pas trop péjoré ces équipes-là, mais voir comment pour le reste de l'équipe, les équipes moyennes écossaises, comment ça s'est passé pour elles, voir si c'était plutôt avantageux ou au contraire si ça s'est mal passé. Mais en tout cas, ça reste quand même beaucoup mieux que cette mascarade qui était cette sorte de NBA Super League qui voulait. Puis heureusement que les clubs et surtout les spectateurs ont protesté. Il y avait plus de 56 000 pérsonnes qui ont signé ce référendum, cette pétition. J'ai vu que même Brel Mbolo l'a signé. Brel Mbolo l'a signé, ça je savais pas. J'ai vu ça, je sais pas si c'est sûr. Mais ça c'était incroyable. Après, voilà, Servette faisait partie de ces équipes qui ont voté contre, justement. Qu'on avait ça, je comprends. Notre direction qui parlait que, justement, qu'on aurait pu gagner plus de droits TV. Mais je pense qu'il faut redescendre sur terre. On n'est pas la première ligue. On n'allait pas gagner 20 millions de droits TV grâce aux playoffs. Je pense que ça devait se compter en peut-être, je sais pas, 1 million ou plus, les 2 millions. Mais bon, ça m'étonnerait. Mais je pense que financièrement, c'était pas tant que ça. Puis après, il y avait aussi, soi-disant, cette excuse aussi qu'il y avait des raisons sécuritaires qui ont fait qu'on n'est pas passé au play-off. Mais bon, raison sécuritaire, ça m'étonnerait parce qu'on voit qu'à IB-Bâle, les déplacements, c'est très sécurisé. Il y a une gare à côté. On a utilisé beaucoup d'arguments qui ont été utiles, mais des arguments qui n'étaient pas vraiment fondés, on va dire. Et du coup, pourquoi on ne ferait pas un modèle juste comme on faisait avant en Ligue nationale A, où on joue 11 matchs aller-retour, donc 22 matchs, et à la fin on divise les 6 premiers ensemble et les 6 derniers ensemble, et ils font un 2 fois 5 matchs et ça fait 10 matchs chacun. J'allais y venir, pour toi c'est la formule, la meilleure formule qui soit. Ça c'est la formule qu'on avait avant. C'est la formule qu'on avait avant, et je trouve que c'est la formule à 12 équipes qui marcherait le mieux. Il y a pas, on joue chaque fois 4 fois contre chaque équipe, sauf en deuxième partie où on joue 2 fois dans les hauts de classement. Et pour moi, c'est une formule qui marcherait parce que dans le sens où c'est la plus équitable et ça fait 32 matchs, donc ça fait pas non plus trop peu de matchs. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais parce que moi, j'ai pas bien. C'est quoi ? C'est que chaque équipe a un premier tour où chacun joue l'un contre l'autre. Ça fait 22 matchs. Oui. Et après, on prend les 6 premiers. Par exemple, Servette, s'il se retrouve dans les 6 premiers, il joue contre les 5 autres 2 fois aussi. Ok, 2 fois. Et après, on va appeler ça le groupe qui joue la qualif européenne. Et l'autre groupe, ils vont jouer la relégation. Les 2 places de relégation. Et après, bon, si tu es dans la deuxième partie du tableau, ok, c'est moins attrayant, mais tu
te bats quand même pour quelque chose, ne pas être relégué, tu vois. Mais, Après, peut-être la meilleure option, ce serait peut-être de faire ça et d'ajouter peut-être ce qu'ils font en Autriche, où justement le vainqueur de ce groupe relégation, qui se trouve, qui est, les deux entre guillemets qui sont 6e et 7e, jouent entre guillemets une finale entre eux pour jouer. Après on revient encore pour une place en Europe. Ça apporte encore un intérêt pour le groupe de relégation, mais bon, ça c'est. Modèle autrichien. Ouais, on modèle le fait placer, autrichien. En fait, je pense que ça va prendre un temps parce que justement, c'est une nouveauté. C'est comme la VAR à ses débuts. Bon, c'est toujours le cas qui ne marchait pas bien, mais c'était un peu catastrophique. Il faut toujours un temps d'adaptation, un temps de voir ses erreurs. Ça va être une saison de test la saison prochaine. J'espère pas à l'encontre de Servette qui. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose, une conclusion? Non, ça va. Malheureusement, il y a plein de questions à vous poser. Alors, il faut prolonger le débat, mais il faudra demander à Balotelli ce qu'il en pense de la Ligue. Peut-être que Balotelli, d'ailleurs, qui sera absent à la Praille, je crois, notamment. Oui, les suspensions, ouais. Cette histoire de parapluie. Il y aura moins de gens à la Praille, du coup. Tous ceux qui seraient venus pour Balotelli. Le peuple genevois, voilà. On sera 3000. Voilà, merci beaucoup, messieurs. C'est sur ces sages paroles qu'on va se quitter aujourd'hui. Merci Lucas d'être venu avec nous. Merci à toi. Merci Enil Hassan. Merci à toi. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer ou partir en dépression sans Servette durant ces... Non, ça va, il y a la Coupe du Monde. Allez, on espère que la Suisse fasse quelque chose cette année. Ouais, on espère. On espère. Allez, on y croit. Allez, ciao les gars. Allez, Servette. ciao.